c'est une méthode, c'est pas une idéologie. Ouais. Pour que les médias, à leur tour, œuvrent auprès des citoyens pour les éclairer, pour leur donner des perspectives, pour les aider à se projeter. Et pas les inciter au repli sur soi en ne constatant que les malheurs du monde qui peuvent avoir un effet très anxiogène et de désengagement de la société. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Gilles Van der Potten, directeur de l'association Reporters d'Espoir. Gilles, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Eh ben écoute, merci de l'avoir accepté. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, pour te définir simplement, on va dire que tu es un homme de l'engagement. Je pense que ça, jusqu'ici, tu es d'accord avec ça. C'est mon point de départ. C'est ton point de départ. Mais plus sérieusement, dans ton parcours, tu es journaliste, entrepreneur, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, notamment, je dis notamment parce que c'est celui forcément qui parle le plus, le fameux livre Engagez-vous en 2011 avec Stéphane Hessel. Mais aussi pas mal de livres autour de l'engagement. Peut-être qu'on en parlera au cours de cet entretien. Tu étais aussi parmi, alors c'était pas les auteurs, mais en tout cas à l'origine de l'appel pour une France durable en 2009 avec un certain nombre de personnalités. Ça remonte effectivement. Ça remonte, mais c'était quand même, je pense, des actes un peu fondateurs dont on a parlé et qui t'ont permis de rencontrer probablement du monde et puis d'affirmer un peu ces notions d'engagement. Mais si tu viens aujourd'hui, c'est vraiment pour donc ton activité depuis quelques années. C'est ce que je voulais vraiment mettre en avant aujourd'hui, Reporters d'Espoir. Est-ce que tu peux décrire en quelques mots, alors si tu veux revenir sur ton parcours et que tu penses que j'ai oublié un élément important, tu es libre de le faire, sinon nous expliquer en quelques mots ce que c'est Reporters d'Espoir avant qu'on creuse un petit peu dans le détail. Oui, il y a un lien entre Engagez-vous, le livre que tu citais, et mon engagement et mon activité, mon action au sein de Reporters d'Espoir, c'est-à-dire que ayant rencontré Stéphane Hessel, ayant fait un livre d'entretien avec lui, qui était pas indignez-vous, mais bien engagez-vous, c'est-à-dire l'étape d'après, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est ça qui m'intéressait. Je me suis dit moi-même, je travaillais dans la banque à l'époque, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour approfondir mon propre engagement. Et c'est à ce moment-là que Reporters d'Espoir, que je connaissais quand j'étais étudiant, pour avoir été contributeur, nos chemins se sont croisés à nouveau et je me suis engagé professionnellement dans cette aventure-là. Et donc Reporters d'Espoir existait déjà puisque ça a été lancé en 2004 par un collectif de communicants, d'entrepreneurs et de journalistes bien sûr, dont certains grands reporters avaient fait des tours d'Europe, des tours de France, des tours du monde. Et ce qui ressortait régulièrement dans leurs observations, c'est que même au milieu du chaos, il y avait des lueurs d'espoir. Il y avait des personnes qui se prenaient en main ou qui étaient aidées par d'autres pour l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, enfin tout un tas de problématiques qu'on connaît bien et qui sont fondamentales. Et ils se sont dit, mais est-ce qu'on en fait assez en fait ? Est-ce qu'on reflète ces dynamiques-là de terrain ? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop dans l'apitoiement, dans le négativisme, dans un catastrophisme parce qu'on estime que c'est notre mission fondamentale de dénoncer les dysfonctionnements ? Mais ces journalistes-là se sont dit, mais et si on allait plus loin ? Et si, et on le fait d'ailleurs, on le fait parfois sans le savoir, mais si on allait plus systématiquement chercher ce qui fait avancer, les remèdes, les solutions face aux problèmes, les histoires de résilience face aux difficultés. C'est ça, Reporters. C'est ça. Donc l'idée, c'est de structurer pour faire avancer cette méthodologie, cette vision du journalisme quelque part. C'est ça. C'est une boîte à outils, cette association. Oui. C'est une méthode, c'est pas une idéologie. Nous, on prétend, et on travaille d'ailleurs avec Libération, comme avec Le Figaro, enfin, je veux dire, avec des panels de médias très larges. Pour nous, c'est bien une méthode. Une méthode qui consiste à, tout simplement, j'allais dire, à s'interroger. Et qu'est-ce qui se passe maintenant, une fois qu'on a décrit, analysé le problème, le qui, quoi, quand, comment, c'est et après. C'est pas une histoire d'engagement, quelque part, du média. Oui, ça n'a aucun rapport avec l'engagement. Non. C'est juste la diffusion de la connaissance d'initiative.
avec le même recul critique. On ne demande pas aux journalistes de s'engager dans le sujet. C'est pas parce qu'il va parler d'initiatives qui fonctionnent ou qui apportent des éléments de réponse à un problème de société que pour autant il est dans l'engagement. Donc nous, on part de la déontologie journalistique, du recul critique qui incombe aux journalistes, et on ajoute à ça la quête d'initiatives. Dont on va parler exactement. Donc là, sur une seconde sur l'organisation Reporters d'Espoir. Donc c'est une association. Loi 1901. Loi 1901, c'est pas une association caritative, hein, qu'on soit. C'est pas. Parce Non, que c'est vrai non. que le nom pourrait sonner, tu sais, un peu Reporters sans frontières, etc. Mais non, s'il n'y a pas de rapport, c'est pas une association caritative. C'est une association, on va dire, d'intérêt général. d'intérêt général. Mais qui effectivement œuvre auprès des médias, pour que les médias à leur tour œuvrent auprès des citoyens pour les éclairer, pour leur donner des perspectives, pour les aider à se projeter et pas les inciter au repli sur soi en ne constatant que les malheurs du monde qui peuvent avoir un effet très anxiogène et de désengagement de la société. Clairement, et je pense que c'est plus que jamais d'actualité. Tu vois, tu parles de 2004, hein, c'est ça l'année de 2004, ouais. J'ai l'impression que il y a encore du travail à faire, en tout cas que ça s'arrête jamais. Il y a combien de personnes, t'emploies combien de personnes, juste pour voir un petit peu la taille de. Ouais. C'est une Alors, petite c'est une structure association très légère. Ouais. C'est 4 permanents salariés. C'est des bénévoles, c'est des administrateurs. C'est une vingtaine de personnes engagées, je dis pas quotidiennement, mais très engagées. Et puis c'est un réseau d'une 50aine de médias avec lesquels on travaille très régulièrement. Ce sont des réseaux de soutien, de personnalités qui s'engagent dans nos jurys, nos événements, qui portent avec nous cette idée d'un journalisme de solution. Donc c'est plusieurs cercles concentriques qui font que on arrive à toucher 20 millions de personnes en audience cumulée chaque année à travers des opérations qui sont labellisées Reporters d'Espoir. France uniquement ? France, on fait des incursions en Europe. On aide des médias ou plutôt des associations à se constituer. On l'a fait en Belgique, on l'a fait en Espagne, on l'a fait au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'on transfère notre expérience à des journalistes qui veulent monter des organisations qui ne sont pas des médias, mais qui vont porter cette cause d'un journalisme de solution, qui va l'aider à se structurer et à travailler avec les médias locaux. D'accord. Donc vous travaillez uniquement avec les médias. Vous n'êtes pas dans une démarche B2C vers le public, le grand public, ou des publics même éloignés de l'information ? Alors, on a quelques actions envers le grand public, c'est-à-dire on fait de la sensibilisation et de la formation aux journalistes de solutions, essentiellement dans les écoles de journalisme et dans les rédactions. Mais il nous arrive très, très souvent de répondre à des propositions, d'aller dans les collèges, les lycées, dans des universités populaires, de participer à des conférences publiques. Et au niveau des actions en elles-mêmes, on va consulter les citoyens pour glaner, grâce à eux, dénicher des initiatives concrètes de terrain qu'ils ont à côté de chez eux, qu'ils ont identifiées par bouche à oreille et qui peuvent avoir un intérêt, enfin l'intérêt pour nous de les donner à voir aux médias pour qu'eux-mêmes s'en saisissent. Donc c'est aller regarder ce qui passe sous les radars et qui peut nous être remonté par les individus, par les citoyens. Et on a pour ça une plateforme, lafrancedessolutions.fr, qui permet à tout un chacun de déposer, de partager des initiatives que nous ensuite on intègre dans une base de données après avoir fait des recoupements. Et cette base de données, en fait, est une base de données à destination des journalistes pour les aider à sourcer des idées de sujets. D'accord, qui les inspirent et qui peuvent donner des idées de sujets. Tout à fait. C'est des fiches initiatives. Presque une agence de presse, mais enfin très froid quelque part. C'est pas de la hot news, etc. Mais c'est vous remonter des sujets dont les médias peuvent s'emparer pour les traiter. Tout à fait. En gros, c'est des fiches initiatives, description, impact, contact. C'est pour faire gagner du temps. Parce que beaucoup de journalistes nous l'ont demandé. C'est-à-dire, on reçoit des emails, des coups de téléphone tous les jours, nous disant, est-ce que tu n'aurais pas telle initiative dans le Grand Est, menée par un sans-papier qui a monté une boîte c'est spécifique. Et ben, on peut trouver, on a trouvé. Vous pouvez trouver. Je dis ça parce que ça c'est. Ouais, j'imagine que c'est un use case que tu Et on l'a trouvé à 15h pour le JT de 20h. Donc, on aime bien ce genre de défi. J'imagine. Donc 2004, on est en 2021. Est-ce que ça bouge, Reporters d'Espoir, que ce soit sur l'orga, sur l'impact que vous avez, etc. Tu vois une évolution ? Tout à fait. Alors, nous-mêmes, on a eu plusieurs vies. C'est-à-dire l'association de purs bénévoles, moins structurée qu'aujourd'hui. Puis une levée de fonds pour faire une agence, tu disais une agence de presse, pour faire une, entre guillemets, AFP des solutions.
il y a eu une époque où on avait 8 journalistes à demeure qui produisaient de la dépêche en continu, avec un modèle d'abonnement de la part des médias. C'est un modèle qui n'a pas fonctionné. Donc on est revenu à un modèle de production de contenu à la demande pour Rue 89 qui se lançait à l'époque. On avait créé une rubrique qui s'appelait Passage à l'acte, pour Libération et Libé des Solutions, pour Ouest France, pour Le Figaro, etc. Et puis on a progressivement, on s'est recentré sur un modèle associatif, sur un modèle de think tank, do tank, pour être structuré aujourd'hui en 3 programmes d'action qui sont assez récents. Enfin, je veux dire, on a évolué vers, on a des prix pour mettre à l'honneur les innovateurs des médias, les journalistes et les jeunes, les futurs professionnels des médias. On a un lab d'études, de recherche, d'expérimentation numérique. Et puis on a un programme, La France des solutions, qui est le 3e pilier et qui est une marque avec laquelle on rassemble les médias. On a cette plateforme numérique, lafrancedessolutions.fr, et on a des événements physiques, dont le prochain sera le 15 décembre à la Maison de la Radio. Dont on parlera tout à l'heure, effectivement. Je te laisserai un peu nous expliquer ça. Tu parles depuis tout à l'heure, donc journaliste de solutions. Alors tu l'as un peu expliqué, mais des fois on parle de journalisme d'impact, journalisme positif, journalisme de solution. Est-ce que c'est la même chose de tout ça pour quelqu'un qui travaille dans les médias, qui est peut-être une formation un peu classique? J'espère que c'est enseigné dans les écoles de journalisme, mais de plus en plus, mais marginalement. Marginalement. Donc c'est vraiment faut s'emparer du sujet. En fait, on est journaliste, faut s'emparer du sujet. C'est les mêmes termes, en fait, qui disent la même chose. Globalement, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des labels quelque part? Il n'y a pas vraiment. Alors, on a des projets avec des confrères consoeurs européens de créer une définition européenne. Mais aujourd'hui, il y a une définition danoise, une française, une américaine, une espagnole. Ouais. Mais globalement, on va tous dans le même sens. Alors, il y a différents niveaux, degrés d'exigence quand même. Tu parlais de positif. Nous, c'est un terme qu'on a banni de notre vocabulaire, c'est-à-dire que on a bien vu que le positivisme n'était pas la tasse de thé des journalistes, et on peut les comprendre parce que ils veulent du recul critique. Ouais, est-ce que c'est parce que c'est vu comme plutôt parler des trains qui arrivent à l'heure, et en fait c'est pas ça le journaliste de solution. C'est pas de dire plutôt que de dire qu'il y a un train qui arrive en retard, on va dire voilà, tous ceux-là sont arrivés à l'heure. C'est pas ça en fait. Oui, en fait c'est effectivement une question de densité des sujets qu'on va traiter, et c'est une question d'engagement quelque part. Enfin, la crainte de beaucoup de journalistes, c'est de faire de la promotion, de faire de la com là où ils veulent faire de l'info. Ouais. Donc ils craignent, pour certains, c'était le cas il y a 15 ans, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, mais la crainte c'était que on manque de recul critique. Et c'est pour ça que nous, ça nous a poussé aussi à étayer cette démarche, à la penser, à la réfléchir avec des experts, des sociologues, des historiens des médias, des journalistes évidemment, des dirigeants de rédaction, des critiques des médias, etc. Il nous arrive parfois d'être plus royaliste que le roi, enfin plus exigeant. C'est-à-dire, nous, le journaliste de solution idéal, c'est des reportages qui analysent et les problèmes et le contexte et des éléments de réponse, en exerçant aussi un regard sur les limites de la réponse. Parce que ce qu'on constate, c'est il y a souvent, et ça peut être très bien, mais il y a une empathie avec ces sujets. Ça arrive. Mais nous, on pense que faire uniquement des portraits d'entrepreneurs sociaux qui s'engagent et qui sont formidables, c'est bien, c'est une première étape, mais ça ne suffit pas. L'idéal, c'est l'investigation de solutions. Oui, donc ça veut dire que de manière concrète, si je prends ça même sur presque un fait divers, c'est, je reprends mon exemple du train, non pas qui arrive en retard ou à l'heure, mais qui a un accident de train, ou d'essayer de relater, essayer de comprendre. Alors l'accident de train est peut-être pas bon. Peut-être si, ça nous est arrivé. Ça arrivé, mais essayer de comprendre comment on aurait pu éviter ça. Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire on va traiter un fait, même un fait divers, parce qu'il est arrivé, c'est mon travail de journaliste de le faire, mais je vais essayer d'aller plus loin et de comprendre ou de trouver comment on aurait pu l'éviter et trouver des solutions, proposer des solutions, c'est ça? Tout à fait. Fondamentalement. Nous, concrètement, face à un accident de train, c'est arrivé à Brétigny-sur-Orge, je crois, il y a quelques années, qui était un drame. Alors, il y a une question de temporalité. Peut-être qu'il ne faut pas parler des solutions tout de suite. On va constater, il va y avoir une sorte de distance respectueuse avec les victimes. Mais quelques jours après, on peut commencer à parler de drames similaires et de comment les gens se sont reconstruits psychologiquement, par exemple, les survivants. Comment des accidents de ce type ne se sont pas reproduits parce que techniquement, il y a eu des avancées. Voilà. Donc, on va s'intéresser à la fois à la résilience des gens qui ont vécu des drames et puis aussi aux initiatives concrètes pour tâcher de les prévenir.
Et voilà, pour nous, c'est ça l'idéal du journaliste de solution. C'est effectivement qu'il s'inscrive dans un contexte qui peut être très problématique. Enfin, que ce soit une catastrophe ou que ce soit un problème de long terme, la pauvreté, les inégalités, etc. Tous les sujets sociaux, tous les sujets de nous société intéressent. qu'il peut y avoir. Mais le grand défi, c'est de se dire, est-ce que ce journaliste de solution est applicable aux faits dramatiques et immédiats ? C'est vrai qu'on n'a pas répondu forcément à l'entièreté de la question. Tu vois, parler de Syrie positivement, enfin constructivement, ça peut être difficile. Quand des gens sont sous les bombes, sont retranchés, c'est difficile. Et pourtant, certains journalistes, je pense à Delphine Minouy, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, qui a fait ce livre, Les passeurs de livres de Daraya, où elle a, via Skype, elle s'est entretenue avec des jeunes qui avaient choisi de résister, et leur acte de résistance, c'était de rester dans leur village assiégé. Et ils se sont réfugiés psychologiquement dans les livres, c'est-à-dire qu'ils ont constitué des bibliothèques qui étaient itinérantes parce que ils allaient, une fois un immeuble bombardé, ils déplaçaient les livres et ils allaient les stocker dans le 6e sous-sol de tel immeuble. Et c'était une manière, en fait, de se réfugier psychologiquement. Eux qui ne lisaient pas ou presque pas, se retrouvaient tous ensemble et c'était une manière de résister psychologiquement à l'assaillant. Voilà une enquête un reportage et un recueil de témoignages qui est assez audacieux parce que voilà, c'est un pas de côté par rapport au traitement de la catastrophe, sans la minimiser et sans prétendre qu'il y ait une solution. Oui, voilà, et sans omettre de la traiter par ailleurs. Donc toi, il y a quand même une notion un peu de temporalité. Tu le dis, c'est pas immédiat, c'est après, c'est juste le temps d'après, comment aller plus loin, comment creuser le sujet, comment comprendre, etc. Tout à fait. Et tu sais que les meilleurs avocats de cette démarche journalisme de solution, journalisme constructif, ce sont souvent des reporters de guerre qui ont connu de tels drames que parfois il y a une petite frustration de ne pas être envoyé sur le terrain de la reconstruction. Oui. Moi, j'ai rencontré notamment des journalistes de la BBC, dont l'un avait sauté sur une mine. Donc il avait perdu une jambe. Enfin, c'était un drame personnel, c'était lourd. Mais ça lui donnait envie, face à ce drame, de s'intéresser à l'autre face de la réalité. Enfin, c'est-à-dire comment les gens que j'ai vus dans cet environnement qui m'a affecté personnellement, comment ces gens se reconstruisent. Ouais. Et comment on le fait avec son talent de journaliste, de reporter, etc. C'est pas juste uniquement aider matériellement ou autre chose, c'est comment mettre à disposition, comment aider en continuant de faire son travail de journaliste ou de reporter. Oui, notre pari, c'est que l'effet démultiplicateur des médias peut être mis au service, entre guillemets, de la diffusion de la connaissance de ces initiatives pour donner envie d'agir, pour qu'il y ait un effet de contagion. On voit bien comment la peur peut se diffuser assez facilement. Ouais, on a déjà parlé, c'est un des sentiments les plus partageables, en tout cas qui fait le plus réagir sur les réseaux, etc. C'est facile. Mais si la peur se diffuse aussi facilement, pourquoi pas l'envie d'agir ? L'idée que oui, on peut faire des choses, on peut agir face aux événements. Alors malheureusement, on sait que ça se partage moins, ça marche moins bien sur les réseaux sociaux, l'envie d'agir. Donc, ce qui veut dire qu'il faut travailler 2 fois plus, quoi, grosso modo. Oui. Je veux pas être pessimiste du tout, hein, mais on le sait sociologiquement que c'est plutôt la peur, le choc, c'est ces trucs qui marchent très bien, tu vois, en partage, jusqu'à un certain point. Ouais. Ce qu'on observe aussi, c'est que je dirais pas un effet boomerang, mais il y a un seuil au-delà duquel la négativité est rejetée aussi. Il y a des gens qui décrochent. Quand on dit que les gens zappent au bout de 3 sujets d'un journal télévisé, on sait que ça a amené les journaux télévisés à restructurer la manière dont ils amènent les sujets, dont ils s'enchaînent, etc. Donc, on voit bien que le journaliste de solution aussi peut être un moyen de fidéliser les gens, de les retenir davantage en temps d'antenne, en temps de consultation et autres. J'ai quelques exemples. Tu as reçu Damien Lallemand de Nice Matin, qui a de très bons résultats sur sa rubrique Solutions, qui est une rubrique majeure du site web, qui est même la valeur ajoutée principale du site par rapport à la version papier. Elle s'est structurée autour de cette rubrique Solutions. Et en termes de taux de conversion, de gens qui acceptent de regarder une publicité pour lire l'article intégralement et gratuitement, il est le double
par rapport à un autre article. Un article sans solution. C'est le genre d'article qui fait convertir des gens en abonnés ou en tout cas qui acceptent de voir une pub, etc. Donc il y a aussi un intérêt business. Ce que tu veux dire, c'est que il y a une appétence pour ce genre de papier, de solutions. L'ancien directeur de la rédaction du Monde, Serge Michel, nous l'a confirmé sur des articles du Monde Afrique, quand il parlait de l'Afrique sous un angle de résilience, de comment les gens ont trouvé des solutions pour l'accès à l'eau dans un lieu désertifié. Ça génère, ça convertit en abonnement beaucoup plus que d'autres articles qui ne font que le constat d'une situation problématique. Et par rapport à l'Afrique et au traitement de l'Afrique, il nous disait, les gens ont le sentiment de l'avoir entendu 50 fois la même chose sur des famines, les sur sécheresses, la guerre, les milices, etc. Alors c'est malheureux, mais ça amène à relativiser ou à se désintéresser potentiellement du sujet. Mais voilà, on arrive à remobiliser les gens en leur parlant de solutions. Et est-ce que c'est pas, alors c'est la question cynique de l'épisode, mais une manière de se différencier justement si tout le monde fait un peu la même chose et l'effet pervers serait que ce serait peut-être positif en fait, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que les médias, je pense à Nice Matin, alors je connais la réponse parce qu'on a eu Damien à ce micro, mais est-ce que c'est pas une manière de se différencier tout simplement, plutôt que de se dire tiens je suis à fond dans le journalisme de solution, plutôt je vais le faire parce qu'en fait c'est une manière d'être un peu différent des autres. À la limite on va pas juger les intentions et tant que les résultats sont là, les convictions, j'ai envie de dire, tant que cette démarche est faite avec donc pas forcément avec des valeurs, mais avec du professionnalisme, et qu'elle est bien faite et que les initiatives choisies sont intéressantes et sont réelles et sont véridiques dans leur impact. Pourquoi pas? Moi, je vois des motivations très différentes. Effectivement, il y a des gens convaincus qui font ça parfois avec engagement, pleinement investis. Il y en a qui font ça parce qu'ils voient que ça marche chez Nice Matin notamment. Il y en a plein qui s'inspirent de la démarche Nice Matin. C'est un des pionniers, notamment accompagné par Benoît Raphaël à l'époque. Je sais pas si tu avais été impliqué ou Reporter des Sports avait été impliqué, ou c'est Benoît. Je sais qu'il y a un des chantres de journalistes de solutions et je le salue. On travaille avec lui. T'as des bons exemples de médias. Donc là, tu as cité Nice Matin, mais qui ont vraiment intégré le journalisme. Alors, parce que je sais qu'il y a une journée, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais où Libération notamment fait ça une fois par an. Je sais pas s'il continue. Oui, depuis 10 ans. D'accord. On a lancé avec eux le Libé des solutions. C'est une ligne éditoriale qui très régulièrement fait entre plus 15 et plus 25% de ventes au numéro en kiosque. C'est grâce à ce cas d'étude qu'on a pu démontrer que ça pouvait marcher en termes d'intérêt des audiences. Que en plus de ça, souvent ça amenait des annonceurs qui ne venaient pas habituellement. C'était pas fait pour cette raison-là, mais il se trouve que c'est un effet induit bénéfique au business model des médias. Et nous, on a travaillé ensuite avec Ouest France, on a fait plein d'expériences en fait. Alors juste question candide, je te coupe, mais s'ils font plus 15% sur ce numéro-là, pourquoi ils le font pas tout le temps? Est-ce que ça prend plus de temps de faire du journalisme de solution, ou est-ce que tu vois, pourquoi ils l'intègrent pas nativement dans leur charte éditoriale ou dans la manière de travailler? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être juste fait au quotidien sans qu'on le brande journaliste de solution lors d'un numéro? Tout à fait, ça peut se faire. Il y a des démarches très différentes. Il y a des gens qui veulent le labelliser, qui veulent que ça se voit, et d'autres qui préfèrent au contraire que ce soit dans le flux. Vraiment, il y a les deux écoles. Et qu'est-ce qui peut expliquer une résistance ou peut-être le fait qu'il n'y en ait pas davantage? C'est une question culturelle, je pense, déjà. On n'a pas été formé en tant que journaliste à aller spontanément vers ce type de sujet. Ça relève aussi davantage du magazine que de l'actu chaude, peut-être. Oui, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la temporalité. Donc, Cela étant, on peut faire du magazine dans le Libé, dans le Figaro et dans le JT de TF1 au quotidien. Et ils le font. Donc ça, c'est possible. Ça peut être, l'idée reçue selon laquelle ça marche pas et les gens s'y intéressent pas, qu'il n'y a pas de lectorat pour ça. Donc le temps que les cas d'études qu'on fait et qui sont quand même des échantillons, tu vois, c'est des expérimentations, que ça se sache. Qu'on ait ce retour d'expérience et qui se diffuse, ça prend quand même du temps. Et puis ce qui marche chez Libé va peut-être pas marcher de la même manière au Figaro. Donc c'est un travail sur la ligne éditoriale, sur le positionnement des lignes, c'est pas juste un copier-coller de ce que fait Nice Matin et qui marche très bien chez Nice Matin, parce que certains ont échoué à copier-coller le modèle. Parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de créer les communautés, de se poser la question de comment on englobe dans la démarche nos lecteurs.
Pourquoi il faut la communauté ? On a vu que c'était un élément... alors, il ne faut pas plus sur le journalisme de solution peut-être que sur le journalisme en général, hein. Mais on a vu que c'était un des éléments clés d'un certain nombre de médias, c'était de dire les solutions, y a une démarche participative qui peut s'ajouter à ça, c'est-à-dire contributive. Vous, lecteurs, vous pouvez être partie prenante de ces initiatives, soit parce que vous les menez, soit parce que vous les observez près de chez vous. Donc, la tentation existe souvent, en fait, d'accompagner cette ligne éditoriale par l'inclusion des lecteurs. Peut-être parce que les deux sont des tendances actuelles, le participatif et l'aspect solution. Ouais. Donc on observe cette convergence des deux innovations, on va dire. Après, est-ce que c'est un prérequis quand tu annonces ça auprès de ta communauté, qu'elle arrive à s'emparer de ça, c'est une espèce d'émulation et c'est ça. Il y a une demande en fait qui s'exprime aujourd'hui, qui s'exprimait pas dans les enquêtes de lectorat, mais qui aujourd'hui est une évidence. C'est-à-dire, France Télé avait fait avec Radio France une enquête Ma Télé, ma radio demain, et il ressortait que 82% des personnes interrogées, sur un échantillon de 150 000 personnes, donc c'est assez important, disaient on veut plus d'initiatives positives. Donc 82%. C'est beaucoup, c'est une grande majorité. Tout à fait. Donc ça fait réfléchir et ça donne envie à beaucoup de médias de se dire on va tenter. Ouais. Et d'ailleurs, France Télé en a fait un axe structurant. Delphine Ernotte en a fait un axe de sa nouvelle candidature devant le CSA, il y a quelques années. Voilà, donc ça prend. Donc Nice Matin, vraiment, tu es en modèle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont vraiment intégré dans leur ADN, c'est-à-dire pas de manière épisodique ou pas juste une rubrique solution, mais qui l'a vraiment intégré nativement? Il y a des médias? On va dire qu'ils sont peu nombreux. C'est beaucoup d'événementiel, on va dire. Je pense aux États-Unis à un journal, Deseret News, qui était dans une mauvaise passe et qui s'est posé la question de ce qu'ils allaient faire de leur ligne éditoriale et qui devait se séparer de pas mal de collaborateurs et de journalistes et qui ont formé l'intégralité de la rédaction à cette approche, ce qui fait que quasi systématiquement, chaque journaliste, quand il prend un sujet, qui se pose la question de son angle, etc., va se dire, est-ce que je peux parler d'une réponse concrète au problème que je vais évoquer? Donc ça devient un automatisme. Okay. Ça, c'est une démarche assez particulière. Après, il y a des médias qui peuvent prendre des questions très précises et traiter, je sais pas, de la question des transports et de l'aménagement du territoire, parce que ça touche au quotidien des Français ou des habitants d'une région. Je pense à La Montagne, le journal La Montagne qui a fait ça. Alors, on n'est pas dans la solution, mais dans une démarche, on va dire, constructive, de se dire, on a identifié que c'était un des problèmes qui revenait régulièrement chez nos lecteurs. C'était la qualité des pistes cyclables, c'était la qualité de la desserte SNCF, Paris-Clermont-Ferrand, qui était vraiment d'une qualité médiocre. C'était l'hélicoptère du SAMU, qui gêne, qu'on voulait garder en local et qu'on voulait pas qu'il s'expatrie dans la région d'à côté. Ils ont pris un axe transport. Transport au service des citoyens. Et là, ils ont fait toute une démarche. Ils ont convoqué la SNCF, le ministre des Transports, etc. Donc, on est dans une phase qui peut amener à un moment donné, qui amène le journal à prendre parti. Et qui peut peut-être les amener ensuite à obtenir que des initiatives correctives se mettent en place. Ouais. C'est ce qui était recherché. Okay. Donc là, on est dans une démarche qui va vers la recherche de solutions. C'est pas forcément du journalisme de solutions en tant que tel, parce qu'il n'y a pas encore de réponse sur cette question satisfaisante. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est plutôt du one-shot aujourd'hui, mais il y a des médias qui créent des rubriques qu'on a vu se développer. Dans La Croix l'Hebdo, par exemple, toutes les semaines, il y a cette approche. Ils avaient déjà cette approche avec une rubrique Envie d'agir qui existait dans le journal quotidien. Le Figaro a fait Le Figaro demain, qui est une rubrique récurrente. Je pourrais en citer plein. D'ailleurs, on a une cartographie sur notre site lafranceDesSolutions.fr. Je mettrai le lien vers la cartographie qui référence pas uniquement des opérations sur lesquelles vous êtes intervenu. Non, vous êtes assez agnostique là-dessus. Il n'y a pas d'histoire de paternité, de tout ça. Vous, l'idée, c'est vraiment de pousser
toutes les bonnes initiatives. Oui, on n'en fait pas suffisamment de toute façon pour être exhaustif. Non, on a impulsé le truc il y a 17 ans. Ouais. On fait des expériences ici et là. Après, Tout le les monde, médias sont autonomes. qui s'en emparent, etc. Le Libé des solutions, on le faisait à 80% il y a 10 ans. Maintenant, Aujourd'hui, ils sont autonomes totalement. Ouais. Je reviens juste une seconde sur tout à l'heure, parce que ça paraît tellement de bon sens et on voit qu'il peut y avoir un modèle économique et on voit qu'il y a une appétence du public et on voit que ça convertit. Pourquoi c'est pas plus enseigné dans les écoles de journalisme aujourd'hui? On a quand même de très bonnes écoles en France. J'imagine qu'en 17 ans, vous avez dû vous poser la question, aller les voir, aller leur en parler. Ça prend pas ou tu disais que c'était assez peu enseigné. Moi, je connais pas la réponse pour le coup. Mais... C'est peu enseigné, mais ça se développe. C'est-à-dire, il y a des modules journalisme de solutions qui se développent ici et là. Nous-mêmes, on en a créé avec l'ISJT à Toulouse, par exemple. On est allé de manière éphémère, mais on est allé à Sciences Po Paris, à l'école de journalisme, dans les enseignements sur la télévision. On va à la rencontre de l'école publique de journalisme de Tours. Enfin, on fait notre tour de France, en fait, chaque année. On va à la rencontre d'une dizaine d'écoles et on partage avec les étudiants. Donc, nous, on fait une part du boulot. Mais on pourrait se dire, oui, pourquoi il n'y a pas des modules de 24, 30, 48 heures par semestre ou par année? Certains le mettent en place. Mais c'est vrai que dans les écoles notamment reconnues par la profession, les fameuses 14 écoles, il y a encore des doutes quant à la pertinence de la démarche, ou il y a une envie d'en faire au contraire quelque chose de transverse et de pas le mettre... Donc ils essaient d'irriguer. Oui, voilà, c'est ça. Donc l'ESJ Lille fait des choses formidables, l'IPJ aussi, et parfois voilà, ils veulent pas monter de modules en tant que tel. Ça veut pas dire un peu comme le digital dans les boîtes où il y avait un département digital, enfin ou numérique. Maintenant, il y en a plus, il y a plus de responsable numérique parce que c'est devenu partout, c'est transverse. C'est souhaitable, même la RSE dans les entreprises. Exactement. On pourrait se dire, il faut que ça pollue toutes les sphères de l'entreprise, ça pollue positivement. Le journaliste de solution, oui, il y a les deux écoles en fait, que ce soit dans les écoles de journalisme, dans les rédactions, il y a des gens qui veulent que ça se voit, que ce soit une rubrique en tant que telle, et d'autres qui préfèrent que ce soit transverse. Et moi, je suis assez partisan de la transversalité, bien qu'à un moment donné, pour donner à voir aux gens qu'on a bien répondu à leurs attentes, que les fameux 82% de gens qui veulent des initiatives positives, à un moment donné, il faut peut-être que ça se voit de manière temporaire. Et donc un peu structurer ça et que vous donniez non pas un label mais la bonne méthode pour que ce soit un peu plus visible. Oui, tout à fait. C'est ça. Super. Écoute, dernière question avant qu'on parle de l'actualité, notamment cet événement dont tu nous parlais. Là, c'est plus perspective. Quelle forme d'avenir tu vois pour le journalisme de solution? 5 ans, 10 ans, comment ça va évoluer? Tu vas continuer ton travail un peu d'irrigation, un peu des médias. Est-ce que tu vois des grandes perspectives? Je vois la convergence des nouvelles technologies avec ces lignes éditoriales solutions. Je vois par exemple TF1 et France Télévisions qui s'y mettent déjà, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, dans les sujets de JT, dans les documentaires, dans les reportages, dans les enquêtes. Il y a des choses qui sont en train de structurer, qui sont très prometteuses, où à un moment donné ça touche même au jeu vidéo, où le jeu vidéo devient un véhicule d'information, avec des messages beaucoup plus pensés, beaucoup plus réfléchis, plus structurés, scientifiquement, journalistiquement. Les choses bougent déjà. Ouais, parce que en fait, non, mais c'est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, comme ce sont des objets, des expériences qui mettent un peu de temps à être faites, forcément, il y a peut-être plus de réflexion et ça va plus au-delà de juste rapporter un fait, une news. Donc c'est des outils qui s'y prêtent bien en fait. Tout à fait. Je dirais, il faut continuer évidemment à être dans le scope de l'information de qualité journalistique. Nous, c'est notre base, c'est ce qu'on défend. Mais cette information de qualité journalistique, elle peut irriguer d'autres médias. C'est-à-dire, nous, les médias au sens large nous intéressent. Donc, si dans la fiction, dans le documentaire, dans les jeux vidéo, on peut faire passer des messages de ce type, de journalistes de solution, nous, on trouve ça intéressant. Donc, peut-être que dans 5 ou 10 ans, on fera davantage de ces choses-là, dès lors que les journalistes seront déjà acculturés à cette démarche. Exactement. On peut imaginer, les médias, c'est tellement multidimensionnel. Ça n'existe tellement pas, d'ailleurs, cette notion, les médias, comme s'ils se ressemblaient tous. Ouais. Il y a évidemment, entre l'information journalistique, les éditorialistes et les influenceurs. Les créateurs de contenu, la passion économie, etc. On traite régulièrement. Les médias, c'est très large, effectivement.
Super. Écoute, très clair. Dernier point, tu as parlé donc de la France des solutions. Donc c'est un événement. Je te laisse peut-être pitcher pour savoir ce que c'est, où ça se passe. Alors c'est le 15 décembre, ça tu l'as dit. Et Oui. qui peut y aller? La France des solutions, ça se passe au cœur des médias, c'est-à-dire que c'est d'abord un événement médiatique. Le 15 décembre, il y a 50 médias qui s'engagent, qui portent avec nous cette bannière La France des solutions et qui, sur leurs ondes, leurs écrans et dans les journaux, vont traiter d'initiatives concrètes de terrain. Donc ça se passe toute la Tout journée. le monde se coordonne une journée. Voilà. Alors pas tout le monde, d'ailleurs j'invite nos confrères et consoeurs qui n'y sont pas encore à nous rejoindre, mais ça c'est la partie médiatique qui va toucher 20 millions de Français en audience cumulée, et puis il y a la partie rencontre physique qui est un peu plus B2B mais qui est ouvert à tous, au-delà du monde de l'info et des médias. C'est une soirée à la Maison de la Radio, de 19h à 21h, 2 heures pour faire un tour de France inspirant et enthousiasmant, qui va traiter non seulement de l'engagement des médias dans cette démarche de journaliste de solutions et d'innovation, mais aussi d'initiatives concrètes. C'est-à-dire qu'on a sélectionné un échantillon d'initiatives qui sont pour nous représentatives de cette France qui bouge, qui innove et qui est dans la créativité au sens initiative originale à des problèmes qui le sont pas forcément. Donc on a des entrepreneurs, des associatifs, des industriels, des élus ou des gens du secteur public qui vont venir témoigner en pitch de 5 minutes. Donc il y aura des temps de pitch et des temps de discussion plus approfondis et avec des personnalités comme Zabou Bretman, l'actrice, avec la philosophe Cynthia Fleury, un neuroscientifique, Sébastien Boller, qui est aussi journaliste à Cerveau et Psycho, pardon. On va avoir Sarah Mortensen, qui est une actrice qui incarne une autiste Asperger dans une série qui s'appelle Astrid et Raphaël sur France 2, qui a 3 millions de téléspectateurs. Voilà, on va réfléchir avec des journalistes, avec des acteurs des médias au sens large et des acteurs de terrain pour voir comment faire converger dans le respect du travail de chacun et de l'indépendance de chacun, mais voilà, créer du dialogue en tout cas entre ces sphères. L'inscription est gratuite. Elle est gratuite pour vous, auditeurs de Mediarama. Il suffit d'aller sur notre site reporterdespoir.org et au moment de l'inscription, de renseigner le code FDS21RDE. Top. Tu peux le répéter? FDS comme France des Solutions, 21 RDE comme Reporter d'Espoir. On va créer un code aussi Mediarama, tout simplement, rassurez-vous. Et je le mettrai en code promo. Exactement, je le mettrai en code promo. Super, donc c'est le 15 décembre à la Maison de la Radio. Tout à fait, à Paris. Voilà, donc tout le monde est invité à aller voir, s'inspirer, voir toutes ces solutions et pourquoi pas derrière le reste de l'année le mettre à exécution dans le média. Tout à fait, que ce soit un événement déclencheur. Exactement. Super, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Gilles, merci pour ton temps. Bravo merci François. Pour cette initiative et cette évangélisation quelque part des médias que tu fais depuis quelques années au sein de Reporters d'Espoir. C'était vraiment cool de t'avoir. Réciproquement. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.